Nous avons le plaisir d'accueillir Andrea Parestegui. Elle est professeure à l'école d'ingénieurs Polytech et mène ses recherches à l'Institut Charles Gerhardt de l'Université de Montpellier. Elle est docteure en sciences des matériaux de l'Université Buenos Aires en Argentine et a effectué des séjours postdoctoraux à Montpellier et à l'Institut de physique de la RWTH à Aachen en Allemagne. Ses travaux portent sur la synthèse, la structure et les propriétés électriques des verres chalcogénures pour le stockage de l'information et de l'énergie. Et son exposé va porter sur les verres pour l'énergie, du fondamental aux applications pour batterie. Andrea, vous avez la parole. Bonjour. Merci, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à participer à ce webinaire. Et effectivement, je vais vous parler des verres pour l'énergie, des fondamentales sur applications pour les batteries. Alors, un peu le plan de cette présentation, je vais commencer pour faire un petit état de l'art vers des batteries tout solides. Je me concentrerai ensuite sur les systèmes qu'on a étudiés dans les labos, et les systèmes vitrosulfure à base de sodium et de silicium. Et je parlerai de les synthèses, les caractérisations et les premières intégrations dans des batteries tout solides. Et après, je donnerai quelques conclusions et perspectives. Alors, ce graphe, c'est quelque chose que je pense que tous on connaît. Donc, dans le contexte actuel des changements climatiques et environnementaux, il y a de plus en plus une prise de conscience pour essayer justement, de façon générale, de diminuer la consommation électrique, mais dans notre sens, éventuellement, de remplacer les énergies plutôt émetteurs de CO2 pour des énergies plutôt renouvelables, comme je vous montre ici dans le cas des panneaux photovoltaïques ou les éoliennes. Par contre, on sait que ces énergies, ce type d'énergie, de façon générale, les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Donc, on ne va pas pouvoir les utiliser tout de suite et on a besoin d'un système de stockage plutôt électrochimique. Et c'est là, entre autres choses, où les batteries ils vont trouver sa place. On connaît les marchés, les grands marchés de les batteries lithium-ion, comme je viens de vous montrer, aussi bien dans des applications plutôt stationnaires, comme dans les énergies, dans le pétrole, mais aussi dans des applications plutôt mobiles, et des articles en fait qu'on utilise dans la vie quotidienne. On connaît aussi que la demande des batteries est croissante et de façon générale, c'est des demandes par rapport à des batteries plutôt des batteries lithium-ion. Cependant, on connaît que le lithium, en fait, de plus en plus, vu sa grande demande, il devient à le jour d'aujourd'hui un élément assez rare, comme on peut le voir ici, et mal distribué dans la planète. D'une part, ça c'est un point, je dirais, plutôt négatif par rapport à les batteries lithium-ion à les jours d'aujourd'hui. Et autre point, c'est que ces batteries, en fait, on utilise un électrolyte liquide qui est inflammable. Donc, vous avez sûrement vu ou dans la télé, dans des vidéos, en fait, des problèmes de fuite, des incendies, des toxicités des solvants. Donc, une possible démarche, entre autres, ça ne veut pas dire qu'on va acheter tout ce qui était fait pour la batterie lithium-ion, c'est essayer de développer des batteries plus sûres. Donc, quand on parle de batteries plus sûres, on peut parler de ce qu'on appelle le développement de batteries tout solides, où au lieu de travailler avec un électrolyte liquide, on va travailler avec un électrolyte solide qui va être placé entre des électrodes. Ça d'une part. Et d'autre part, on va pouvoir changer le lithium pour le sodium.
Alors, je montre juste ici, en fait, parce que bon, je ne sais pas si le public aussi, c'est un public qui connaît beaucoup de batteries. De façon générale, quand on travaille avec une batterie tout solide, on va travailler avec les électrodes positives et négatives et on travaille sur ce qu'on appelle une électrode composite qui va être composée justement pour un matériau actif, en carbone, je parlerai plus tard, et aussi les mêmes électrolytes qui fait partie de l'électrolyte. Alors, ce type de batteries ne sont pas idéales et le principal problème qu'ils présentent ces batteries, c'est justement les interfaces solides-solides, que c'est des choses qu'on ne voit pas dans le cas des batteries lithium-ion. C'est pour ça que les projets qu'on amène au labo et dans des autres labos partenaires de ces projets, c'est essayer de travailler sur les matériaux vitraux. Pourquoi les matériaux vitraux? Parce que on va pouvoir, dans un futur, ce n'est pas les choses que je vais présenter aujourd'hui, essayer de presser à une température proche de la température de transition vitreuse et donc essayer justement d'améliorer ce type d'interface. Alors, ma présentation va être surtout concernée sur le développement d'un électrolyte solide. Donc, avant de commencer, je voulais donner un peu les cahiers de charges qu'on a besoin pour pouvoir valider ce type de matériaux. Une des choses qu'on a besoin, c'est qu'il porte une conductivité ionique supérieure ou égale à 10-4 Siemens par centimètre, la température de travail de la batterie. Dans notre cas, ça sera plutôt la température ambiante. Une conductivité électronique très, très faible, inférieure à 10-9 Siemens par centimètre. Et après, concernant la batterie en lui-même, bien sûr, c'est les choses que je viens de dire avant, on cherchera en fait à avoir une faible résistance aux interfaces et une stabilité chimique et électrochimique avec les matériaux des électrodes. Alors, si je fais un peu d'histoire par rapport à les méthodes de synthèse, je vais, comme je l'ai dit précédemment et dans le titre, dans le contexte, je vais travailler sur des matériaux chalcocyanures. Donc, si on fait un peu d'histoire, quelle était la technique qui était utilisée au début, dans les années 70 et 80, en fait, c'est plutôt la technique qu'on utilise tous, qu'on connaît tous, c'est la technique des trampes classiques. C'est à partir des années 80-85 qu'il a apparu l'utilisation d'autres techniques, l'ultra-trampe ou la trampe à double rouleau, ayant justement comme objectif essayer d'élargir le domaine vitreux pour essayer d'incorporer plus de modificateurs de réseau et donc d'augmenter la conductivité. Et ce qu'on voit à partir des années 2000, c'est l'apparition d'une nouvelle technique, ce qu'on appelle la mécanosynthèse ou ball milling ou braillage mécanique. Dans ce cas-là, on va travailler à température ambiante et pas à haute température. C'est une technique moins énergivore, mais à contrario, au lieu d'obtenir, comme dans le cas de la trampe classique, un morceau de verre, on va obtenir de la poudre à la fin de la synthèse. Si on fait un petit peu aussi un bilan par rapport à quelles ont été les compositions étudiées dans le cas de verre chalcocyanure conducteur ionique, je présente ici quelques compositions, ce n'est pas toutes les compositions étudiées, bien sûr. Et on retrouve des compositions avec l'ion sodium, l'ion argent, l'ion lithium. On voit qu'à partir des années 80, c'est surtout des systèmes plutôt simples avec un formateur de réseau et un modificateur de réseau, aussi bien avec le sodium. Et on voit qu'au fur et à mesure que le temps avance, en fait, on essaye de complexifier ces systèmes de façon justement d'augmenter la conductivité. On observe aussi des systèmes d'oxydosulfure et on observe aussi qu'à partir de l'apparition de la mécanosynthèse, il apparaît des vitrocéramiques, au lithium principalement, et des matériaux cristallins. Je ne vais pas parler aujourd'hui parce que ça ne concerne pas mon travail de recherche, mais aussi par rapport à l'utilisation des électrolytes dans des batteries tout solides, il y a des études en utilisant la synthèse en solution, mais qui concernent seulement des matériaux plutôt cristallisés. Alors maintenant, comme je vous avais dit précédemment, le but, c'est d'essayer d'aller chercher et développer un électrolyte solide au sodium, donc un matériau qui présente une conductivité supérieure à 10-4 cm Siemens par centimètre. Ici, je vous montre la conductivité en fonction de la température des différentes familles de verre.
Et on va se concentrer surtout dans la partie où les conductivités sont élevées. Et si on travaille à température ambiante, ça va être plutôt la courbe rouge que je présente ici. Si on va vers de la conductivité plus élevée à la plus faible, les premières familles de matériaux qu'on retrouve, c'est les céramiques. Des matériaux qui ont été utilisés comme les bêta-aluminium, les nacicons, c'est des matériaux qui présentent de très très bonnes conductivités, mais le point négatif pour ce type de matériaux, c'est les hautes températures de frittage lors de l'élaboration. Alors, on retrouve un peu plus bas, avec des conductivités aussi intéressantes, la vitrocéramique, c'est ces points noirs qui apparaissent ici dans les courbes. Les vitrocéramiques qui contiennent la phase métastable cubique N3PS4. Ces vitrocéramiques, c'est l'objet de l'article de Tatsumi Sago, et elle est élaborée en utilisant la mécanosynthèse suivie d'un recueil d'à peine 200 degrés. Et après, de plaçons beaucoup plus faibles, on retrouve tous des systèmes vitraux, en fait, tous sur la base de sulfure de sodium, les lignes noires pointillées ici, les lignes turquoises, les lignes roses, les lignes rouges, oranges. C'est tous des systèmes contenant des sulfures de sodium avec des formateurs différents. De façon générale, tous ces systèmes ils ont été travaillés, élaborés en utilisant la trempe classique. Alors, quel était le but de notre travail? C'est essayer de revisiter un de ces systèmes que j'ai mentionné précédemment. Nous, on s'est concentré principalement sur les systèmes qui contiennent les sulfures de silicium, surtout en continuant sur ces démarches d'essayer d'utiliser des matériaux abondants. On partirait sur le sodium, comme je vous avais dit précédemment, le silicium et le soufre. Et à différence des travaux réalisés dans les années 80, on va essayer de travailler en utilisant la mécanosynthèse comme technique d'élaboration, de façon d'essayer, si possible, aller un peu plus loin sur les domaines vitraux, et donc incorporer plus de sulfure de sodium et augmenter la conductivité. Donc, on a fait toute une série de compositions en ayant des veines à 66%, en utilisant, comme vous le voyez ici dans cette image, une broyeur planétaire à billes qui est à l'intérieur d'une boîte à gants, parce qu'il bon, il faut dire que ces échantillons ils sont hygroscopiques. Et on a optimisé en utilisant ces divers paramètres, chacune des compositions. Ce que je vous montre ici, c'est le diffractogramme de chacune des compositions pour le dernier cycle. On voit que ces échantillons ils présentent ou presque pas de cristaux, validant en fait l'effet d'un système vitro. Alors, une question qu'on peut se poser, si ces matériaux ils sont homogènes. Et pour celui-là, je vous montre un exemple pour les composés qui contiennent 66% de sulfure de sodium. Et une mesure réalisée sur poudre, on voit clairement que la distribution de le sodium, le silicium et le soufre, en fait, se répartit de façon identique dans ces trois cartographies, montrant justement une homogénéité. Et concernant la composition, si on tient en compte l'incertitude de mesure de l'EDIX aussi, on observe en fait que les valeurs de les mesures réalisées sont très très proches de les valeurs nominales. Pour ces compositions aussi, on a pu mettre en évidence une transition vitreuse autour de 280 degrés Celsius, qui est subie en fait pour une pic exothermique très très fine, on parlera après en fait, à 340 degrés. Et on voit en fait par contre que la stabilité thermique est assez faible, d'environ 40 degrés. Alors maintenant, je viens avec à des propriétés, je dirais, les plus intéressantes pour une électrolyte solide, que c'est entre autres la conduction ionique, je vous avais parlé précédemment. Pour celui-là, on a utilisé la spectroscopie d'impédance complexe. Et comme je vous dis précédemment, en fait, on utilise tout sur vide pour protéger nos pastilles qui sont hygroscopiques. Et ici, je vous montre le diagramme de Nyquist pour une composition donnée pour différentes températures. À partir de ces graphes en général, ce qu'on va pouvoir récupérer, c'est la valeur de la résistance du matériau,
qu'après, en tenant compte la forme de l'échantillon ou de la pastille, il va pouvoir nous permettre de remonter à la conductivité de notre échantillon. On a fait ça pour tous les systèmes et pour toutes les compositions. Et ce que je vous montre ici, c'est le logarithme de la conduction ionique en fonction de la température. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que dès qu'on augmente la teneur en sulfure de sodium, la conductivité augmente, d'une part. Et d'autre part, si on regarde une composition donnée, on voit que en fonction de la température, aussi, on observe une augmentation avec un comportement de type Arrhenius pour tous les échantillons. Maintenant, si on se concentre sur la conductivité à température ambiante, en fait, on voit que quand on passe de 20% de sulfure de sodium jusqu'à 66, on gagne 3 ordres de grandeur en ayant au maximal une conductivité ionique de 10-5 Siemens par centimètre. Et celui-là, il est accompagné en fait avec une diminution progressive de l'énergie d'activation, sur quoi une valeur d'environ 0,4 pour l'échantillon plus riche en sodium. Alors, si maintenant je reviens à les graphiques que je vous avais montrés précédemment, c'est ici ces lignes noires pointillées qui correspondaient à les mêmes systèmes vitraux, mais avec 50% de sulfure de sodium. On voit en fait qu'on a gagné presque une ordre de grandeur. Comme je vous ai dit précédemment, en fait, on arrive à une conductivité de 10-5 Siemens par centimètre. Ce n'est pas 10-4 comme j'avais dit, mais bon. On s'est dit, on continue et on va voir si on arrive à intégrer ces matériaux dans des batteries et si ça marche. On verra plus tard si c'est bien ou non. Alors du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est essayer d'aller un peu plus loin pour analyser en particulier ce type de matériaux. Et pour celui-là, on a fait des mesures structurales, en fait. D'abord, des mesures de spectroscopie Raman qui nous ont permis de montrer clairement que la structure de ces matériaux, il est composé principalement. Andrea, ton micro s'est coupé. Remets ton micro, il s'est coupé tout seul. Alors, Voilà, maintenant c'est ça bon. va? Ah, pardon. Du coup, les Raman, on arrive aussi à avoir des groupes dimériques. Et après, on a fait une étude structurale couplée en couplant la diffraction de rayons X, qui a été réalisée en collaboration avec Olivier Masson de Limoges et les simulations à Vinicius réalisées pour Mathieu Mécolot de Paris. Ici, je vous montre les facteurs de structure expérimentale, l'orange, et en noir, la simulation où on voit un très bon accord, on voit les pré-pics, ainsi que les pics principales qui nous permettent justement de valider ces structures. Je vois que le temps avance, donc je vais avancer ici. Si je vous montre les facteurs de structure partielle, au moins celui-là seulement, en fait, on arrive à obtenir des distances correspondant à des homopolaires silicium. Ces deuxièmes pics, ainsi que les pics correspondant à les fonctions de distribution de pares soufre-soufre, correspondent à la distance entre des tétraèdres isolés. Et concernant les fonctions de distribution des pares silicium-soufre et sodium-soufre, les distances qui apparaissent ici, ils répondent à une structure plutôt tétraédrique de ces matériaux. Alors, on a voulu aussi voir qu'est-ce qui est passé justement à ces matériaux si on les recristallisait. Le but, c'était essayer de voir s'il y avait des phases métastables qui se formaient, des phases intermédiaires. Et ce n'était pas le cas. En fait, on a observé une cristallisation complète avec aucun changement d'intensité tout au cours de les traitements thermiques. Et ces phases, en fait, il était affiné par la phase cristalline Na4 et S4 de symétrie orthorhombique, que aussi on a essayé de mesurer son conductivité ionique et on a montré justement que la conductivité est beaucoup plus faible que dans le cas de l'Ever. Alors, comme je vous dis,
Avant, en fait, pour avoir un bon matériau, d'électrolyte, il faudrait aussi avoir une conductivité électronique très faible. Et ça, c'est des mesures qui ont été réalisées à Amiens, en fait, en collaboration avec Virginie Vialet. Et ces mesures, je ne rentrerai pas beaucoup en détail pour manque de temps, mais en réalisant ces mesures, on arrive à des valeurs de l'ordre de 10-11, c'est-à-dire inférieur à les valeurs voulues de 10-9. Donc, ce qui valide aussi la possibilité d'utiliser ces matériaux comme électrolyte solide. Alors, j'arrive presque à la fin. Et on a essayé d'intégrer en fait ces matériaux électrolytes dans une batterie tout solide. Comme je vous avais dit précédemment, en général, on va utiliser un électrode composite. Et comme matériau actif, on utilise ce qu'on utilise d'habitude, les matériaux qu'on appelle NBP. Ici, vous avez la composition. L'électrolyte solide et un matériau conducteur électronique, dans notre cas, c'est le carbone. Alors, pour faire ces batteries, en fait, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais il y a beaucoup de paramètres à changer et ça, c'est plutôt notre perspective parce qu'il y a la pression qu'on applique pour préparer notre batterie monolithe, les proportions de ce type de matériaux, la quantité de matière. En tout cas, on a fait notre première expérience et le résultat, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant à 80 degrés parce que initialement, on a essayé de faire la batterie à 25 degrés où la conductivité, comme je vous avais montré, c'était de 5-10-5 Siemens par centimètre. Et celui-là, par contre, il n'a pas marché. On n'arrivait pas ni à charger ni à décharger. Il nous a fallu augmenter la température. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose qu'on constate que c'est vraiment nécessaire d'arriver à 10-4, 10-4 ou 10-3 pour pouvoir cycler. Et ce que je vous montre ici, c'est les courbes, les premières courbes de charge en noir, la deuxième de charge et de décharge. C'est des courbes peut-être pas idéales, mais à l'échelle d'aujourd'hui, il n'y a rien qui ait été optimisé. On voit une grande polarisation liée à un mauvais contact dans les trois éléments de la batterie, mais c'est des choses à améliorer. En tout cas, nous, on était bien contents. Donc, pour finir, rapidement, on a travaillé sur des matériaux qui pourraient servir comme matériaux pour des batteries tout solides. On a travaillé sur un système vitreux calcocyanure à base de sodium. Et on a arrivé à des températures de l'ordre de 5-10-5 Siemens par centimètre, ionique et électronique inférieure à 10-11 Siemens par centimètre. Et je viens de vous montrer en fait qu'on arrivait à intégrer, à montrer qu'on est capable de faire sortir et rentrer les sodium dans les batteries. Les perspectives, c'est d'abord, c'est essayer d'augmenter la conductivité ionique de notre matériau. Et comme je vous dis précédemment, essayer d'optimiser tous ces paramètres pour pouvoir cycler mieux notre batterie. Et je voulais rapidement remercier à toutes les personnes qui ont participé. C'est moi qui le présente, mais le groupe est grand. C'est un projet qui était... c'est la Fondation Maïs qui nous a payé, en fait, nous a supporté ce projet. En fait, on est 4 collaborateurs, Montpellier, Amiens, Paris, Mathieu Micoleo et Béatrice Ruta de Grenoble. Et merci aux stagiaires, aux doctorants et aussi aux collègues de la... Merci. 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 Merci, Andrea, pour cet exposé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, après, on prendra la question de Sylvie pour les précédents orateurs. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Alors, moi, j'ai une question. Tes batteries, elles sont compliquées à faire. Tu les fais en boîte à gants. Les matériaux sont... quand vous aurez développé ces batteries, comment on fait pour les commercialiser, pour qu'elles soient utilisables, parce qu'elles vont stocker de grandes quantités d'énergie, euh, pour les rendre sécures, durables, manipulables par tout le monde? Alors, c'est une bonne question et c'est la question que
je me suis posé aussi. Parce que pour tout, c'est compliqué. Mais alors, ce que j'ai appris, que c'est la même histoire que pour les batteries lithium-ion, en fait. C'est de façon générale, tous les matériaux qu'on utilise pour les batteries sont hygroscopiques et qu'on doit les manipuler. En tout cas, on arrive à les encapsuler avant d'être utilisés. Donc, c'est apparemment, en tout cas, les personnes plus adaptées à répondre, c'est les personnes d'Amiens. Ils considèrent que ce n'est pas un problème. Après, pour D'accord. tous les jours, c'est un problème parce qu'on doit tout faire avec beaucoup de précautions. J'ai peut-être une question. Vas-y, Michel. Est-ce que, enfin, alors je suis néophyte dans le truc, dans le domaine, mais est-ce que vous avez regardé des différences entre sur les propriétés de ce type d'électrolyte entre un procédé de type fusion, donc comme vous présentiez fusion Tramp et mécanosynthèse en fait? C'est une très bonne question. C'est plutôt, on pourrait parler beaucoup de temps, mais c'est la même question que ça fait longtemps que m'a posé Daniel. En fait, c'est une très bonne question parce que la question que je me pose aussi est qu'on a toujours le même type de verre. Le problème de ces échantillons, c'est que c'est très difficile de les faire dans une tube scellé comme on a l'habitude de les faire. On peut faire éventuellement ce que j'ai trouvé dans l'historique, dans les labos où je travaille par Annie Pradel et Michel Rives, c'est la composition 50-50. J'ai essayé de le faire, mais j'ai fait qu'exploser des tubes. Donc, c'est pour ça que je me tournais vers autre type de technique. Les choses qu'on pourrait faire maintenant que le matériau il est fait, éventuellement, essayer de les tremper déjà une fois qu'il est fait. Mais Okay. Mais rien dit que la structure qu'on va trouver, c'est exactement la même pour moi, en fait. Et même la question que je me pose, parce que bon, je me suis dit, quand on fait les broyages mécaniques, quand on s'arrête, est-ce que si je continue, je vais avoir les mêmes matériaux et donc les mêmes propriétés thermiques, etc. Donc, il y a plus de questions que de réponses. C'est une vraie question, Michel, ce que tu as posé. Après, on peut être encore plus vicieux et se poser la question de quel sera le réfractaire pour faire un four dans lequel on fera ses batteries. Ça, c'est pour plus tard. Ça. On verra ça plus tard, n'est-ce pas? Il faut savoir quel tonnage tu auras à fabriquer de verre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'exposé d'Andrea? Oui, j'avais une question. Dans les perspectives, vous évoquez d'améliorer le contact entre électrolyte et électrode, c'est ça? Oui, c'est des choses que Quelles sont les pistes envisagées pour élaborer pour essayer d'élaborer la batterie tout solide, c'est les choses que initialement, quand on avait commencé ce projet, c'est les choses qu'on avait envisagées, c'est d'essayer de chauffer un petit peu et s'approcher à la température de transition vitrose de façon de justement faire un peu fluer le verre. Et de cette façon, comme le verre, il va être dans l'électrode, ainsi que dans l'électrolyte, ainsi que dans les électrodes, on pourrait éventuellement, c'est une piste à suivre. Et le projet n'est pas fini, donc ça, D'accord. c'est une des choses qu'on envisage. C'est pour ça qu'on a parti surtout sur le verre que pour les matériaux plutôt cristallisés. Mhm. D'accord, merci. Merci. D'autres questions? Alors, Sylvie, si tu veux poser ta question à Ah oui, non, non, deux orateurs prédécesseurs, j'avais plusieurs questions. Donc ça va pour permettre de faire que les autres pour- auditeurs réfléchissent oui, pour pour d'autres questions Camille, pour Andrea. donc vous avez évalué le rôle de la porosité des phases secondaires et vous avez trouvé des matériaux où il n'y avait pas de phase secondaire ni porosité, mais qu'en est-il des ségrégations éventuelles? Alors, c'est la même problématique. Si on a des ségrégations d'une phase secondaire ou ségrégation d'une espèce, cela peut détériorer la Ouais. transparence.
Vous arrivez à la mettre en évidence? Alors, c'est possible de la mettre en évidence par microscopie électronique à balayage en analyse chimique, ou sinon, il existe le NanoSIMS qui peut être utilisé, où là, on ira vraiment capter si on a une espèce prédominante au joint de grain. Bon. J'avais une question sur la microscopie confocale qui révèle la présence de défauts, mais je n'ai pas bien compris quels étaient les défauts révélés par la microscopie confocale. Alors, la microscopie Par en confocale, 10. Hum, en fait, la microscopie confocale permet de détecter et de quantifier les défauts. Par contre, c'est une analyse qui donnera pas d'informations sur la nature du défaut. Donc, pour D'accord. arriver à la nature du défaut, on est obligé de coupler cette méthode avec une autre méthode d'analyse. Ça, c'est des travaux qui sont réalisés, mais on peut très bien l'imaginer de coupler la microscopie confocale pour détecter le défaut et derrière revenir à une analyse locale, comme du MEB ou du MET, pour identifier la nature du défaut. Mais elle ne nous donnera pas la nature. Elle va juste nous dire à cet endroit-là, il y a un défaut et même de quantifier sur un volume plus important la quantité de défauts présentes. Ouais, d'accord. Donc, c'est toujours des phases secondaires ou de la porosité dans tous les cas. En général, oui, phase secondaire, porosité ou comme vous l'avez dit, ségrégation au joint de grain. Mais oui, en général, c'est vraiment ce type de défaut. Après, il peut y avoir de l'absorption, mais on sera plus sur ça va colorer le matériau, par exemple, dû à des pollutions. S'il y a des espèces, je sais pas moi, comme du soufre qui rentre dans notre matrice, et ben ça risque de colorer en fait notre matériau. Ça dégradera pas forcément la transparence, mais par contre, on aura une coloration du matériau. D'accord. Et j'avais une question pour Yannick, si je peux la poser. Quels étaient les critères pour éliminer l'alumine? Euh, l'alumine, c'est un matériau qui est pas isotrope, qui est biréfringent. Donc, on voit des applications de l'alumine souvent sur enfin, comment dire, euh, ça va être des matériaux plus fins, parce que là, je n'ai pas insisté dessus, mais ce qu'on voulait faire, c'était des spinels de 4 mm d'épaisseur. Et donc, quand on arrive à des épaisseurs importantes comme ça, si le matériau n'est pas isotrope, c'est vraiment compliqué. Mhm. Et D'accord. l'alumine, si je peux compléter, l'alumine, elle sera plutôt. Alors, c'est plus facile d'obtenir de la transparence, mais dans le domaine de l'infrarouge. Ouais. Alors que Yannick, son application, c'est vraiment pour le blindage, donc il faut que ça soit transparent dans le visible. Ouais. Ouais. C'est anisotrope du point de vue structure, mais élastiquement, par exemple, c'est isotrope quasiment, l'alumine. Hmm. Ouais, mais enfin, du coup, enfin, du point de vue en optique, il y a deux, si je dis pas de bêtises, hein, il y a deux indices de réfraction différents. D'accord. Très bien. La dernière question, c'est quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de la formation de l'obtention de petits grains? Parce que Dans quel sens quel est le... il y a des traitements pour lesquels il y a des gros grains, il y a des traitements pour lesquels il y a des petits grains. D'accord. Donc, en fait, au départ, la poudre du départ a des grains qui font, on va dire, quelques microns, 10 microns maximum, et enfin, un peu moins. Et lors du fritage, on a toujours un grossissement des grains, et le but, c'est de limiter ce grossissement. Et Mhm. donc, si on fait des traitements thermiques trop longs, enfin trop longs ou à trop haute température, les grains vont grossir de façon exagérée et on va obtenir des grains très gros. Et comme j'ai dit, généralement, ça, c'est mauvais pour les propriétés mécaniques. Donc, c'est pas qu'on va former des petits grains, c'est plutôt que si ça marche bien, les grains ne vont pas trop grossir. Si c'est mal, si on n'a pas les bonnes conditions, les grains vont beaucoup grossir. Donc la condition optimale, c'était quoi? On avait fait un post-hip dans des conditions à une température qui était à 1600 degrés, alors que là, on avait eu un grossissement de grains important, c'était à 1800 degrés. D'accord. Et c'est vrai que normalement, le post-hip, ça se fait à une température un peu plus élevée que le fritage, voire des fois même un peu moins élevée que le premier fritage. Mais là, comment dire, on était obligé de fixer quand même quelques paramètres, hein. Donc, on avait choisi 1500 et 1800 degrés. Bon, c'était peut-être un écart un peu trop important. Voilà. Merci. Ok. Voilà. Mer- Merci. Ça présage de nombreuses questions pour lors du colloque
sur les verres et les céramiques dont les deux chairmen sont Jean-Marc Hinch et Béatrice Ruita, et qui aura lieu donc ce colloque lors du congrès matériaux en novembre 2026 à Grenoble. Merci aux orateurs, merci pour les questions. Le prochain webinaire de la FAS et de la FFM portera sur les nanomatériaux, matériaux poreux et à grande surface spécifique, et il aura lieu le 18 décembre prochain. Voilà, merci encore à tous, et d'ici quelques semaines, normalement, on devra avoir un nouveau site web pour la FFM et l'ensemble des webinaires seront à libre disposition. Merci à vous tous et rendez-vous 18 décembre pour nanomatériaux et matériaux poreux. Merci beaucoup. Bonne fin